Bonsoir à tous et bienvenue sur David. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Voyage au bout de la nuit ensemble en compagnie d'Alphonse Daudet, cet auteur du 19e siècle, connu notamment pour ses grands classiques Lettres de Montmoulin, Tartarin de Tarascon ou encore Le Petit Chose. Mais ce soir, c'est avec ses contes du lundi que nous passons notre soirée. Des contes à la fois qui mêlent fantaisie et histoire de France, puisque nous sommes en pleine période de guerre contre la Prusse de 1870. La première partie du recueil est justement beaucoup plus descriptive des conditions de l'époque et des scènes de guerre. Et puis, dans la deuxième partie du roman, qu'une autre lectrice vous lira, là, ça sera plus de l'humour. Donc surtout, ne partez pas. Quant à nous, nous reprenons ensemble la lecture du conte Le Prussien de Bélisaire. Et à ce moment-là, eh bien, il y a une rencontre entre un père de famille et un soldat prussien. Une altercation, évidemment. Que va-t-il se passer? Nous poursuivons Le Prussien de Bélisaire et n'hésitez pas à réagir avec moi. #VBN. Au premier coup, mon Prussien fait bonhomme et s'étale de tout son long. Je ne le croyais qu'étourdi. Ah, ben oui, nettoyer mes enfants. Tout ce qu'il y a de mieux comme nettoyage. Débarbouiller à la potasse, quoi. Moi qui n'avais jamais rien tué dans ma vie, pas même une alouette, ça me fit tout de même drôle de voir ce grand corps devant moi, un joli blond avec, ma foi, une petite barbe follette qui frisait comme des copeaux de frêne. J'en avais les deux jambes qui tremblaient en le regardant. Pendant ce temps-là, le gamin s'ennuyait là-haut et je l'entendais crier de toutes ses forces. « Papa, papa !» Des Prussiens passaient sur la route, on voyait leurs sabres, leurs grandes jambes, par le soupirail du sous-sol. Cette idée me vint tout d'un coup. S'ils entrent, l'enfant est perdu. Ils vont tout massacrer. Ce fut vite fini. Je ne tremblais plus. Vite, je fourrai le Prussien sous l'établi. Je lui mis dessus tout ce que je pus trouver, des planches, des copeaux, des sciures, et je remontai chercher le petit. J'arrive. Qu'est-ce qu'il y a donc, papa? Comme tu es pâle. Marche, marche. Et je vous réponds que les Cosaques pouvaient me bousculer, me regarder de travers. Je ne réclamais pas. Il me semblait toujours qu'on courait, qu'on criait derrière nous. Une fois, j'entendis un cheval nous arriver dessus à grande volée. Je crus que j'allais tomber de saisissement. Pourtant, après les ponts, je commençais à me reconnaître. Saint-Denis était plein de monde. Il n'y avait pas de risque qu'on nous repêche dans le tas. Alors seulement je pensais à notre pauvre baraque. Les Prussiens, pour se venger, étaient dans le cas d'y mettre le feu quand ils retrouveraient leurs camarades. Sans compter que mon voisin Jacot, le garde-pêche, était seul de Français dans le pays, que ça pouvait lui faire arriver de la peine, ce soldat tué près de chez lui. Vraiment, ce n'était guère craindre de se sauver de cette façon-là. J'aurais dû m'arranger au moins pour le faire disparaître. À mesure que nous arrivions vers Paris, cette idée me tracassait davantage. Il n'y a pas, ça me gênait de laisser ce Prussien dans ma cave. Aussi, au rempart, je n'y tins plus. Va devant, que je dis au mioche. J'ai encore une pratique à voir à Saint-Denis. Là-dessus, je l'embrasse et je m'en retourne. Le cœur me battait bien un peu, mais c'est égal. Je me sentais à l'aise de n'avoir plus l'enfant avec moi. Quand je rentrais dans Villeneuve, il commençait à faire nuit. J'ouvrais l'œil. Vous pensez, et je n'avançais qu'une patte après l'autre. Pourtant, le pays avait l'air assez tranquille. Je voyais la baraque toujours à sa place, là-bas, dans le brouillard. Au bord du quai, une longue palissade noire. C'était les Prussiens qui faisaient l'appel. Bonne occasion pour trouver la maison vide. En filant le long des clôtures, j'aperçus le père Jacot dans la cour en train d'étendre ses éperviers. Décidément, on ne sait rien encore. J'entre chez nous, je descends, je tâte. Le Prussien était toujours sous ses copeaux. Il y avait même 2 gros rats en train de lui travailler son casque. Ça me fit une fière douleur de sentir cette mentonnière remuer. À un moment, je crus que la mort allait revenir, mais non. Sa tête était lourde, froide. Je m'accouvai dans un coin et j'attendis. J'avais mon idée de le jeter à la Seine quand les autres seraient couchés. Je ne sais pas si c'est le voisinage du mort, mais
Elle m'a paru joliment triste ce soir-là à la retraite des Prussiens. De grands coups de trompette qui sonnaient 3 par 3. Ta-ta-ta. Une vraie musique de crapaud. Ce n'est pas sur cet air-là que nos lignards voudraient se coucher, eux. Pendant 5 minutes, j'entendis traîner des sabres, taper des portes. Puis des soldats entrèrent dans la cour et ils se mirent à appeler. « Hoffmann! Hoffmann !» Le pauvre Hoffmann se tenait sous ses coupeaux bien tranquille. Mais c'est moi qui me faisais vieux. À chaque instant, je m'attendais à les voir entrer dans le sous-sol. J'avais ramassé le sabre du mort et j'étais là, sans bouger, à me dire dans moi-même « Si tu en réchappes, mon petit père, tu devras un fameux cierge à Saint-Jean-Baptiste de Belleville. Hein. » Tout de même, quand ils eurent assez appelé Hoffmann, mes colocataires se décidèrent à rentrer. J'entendis leurs grosses bottes dans l'escalier et au bout d'un moment, toute la baraque ronflait comme une horloge de campagne. Je n'attendais que cela pour sortir. La berge était déserte, toutes les maisons éteintes. Bonne affaire. Je redescends vivement, je tire mon Hoffmann de dessous l'établi, je le mets debout et le hisse sur mon dos, comme un crochet de commissionnaire. C'est qu'il était lourd, le brigand. Avec ça, la peur. Rien dans le battant depuis le matin. Je croyais que je n'aurais jamais la force d'arriver, puis voilà, qu'au milieu du quai, je sens quelqu'un qui marche derrière moi. Je me retourne. Personne. C'était la lune qui se levait. Je me dis, gare, tout à l'heure, les factionnaires vont tirer. Pour comble d'agrément, la Seine était basse. Si je l'avais jeté sur le bord, il y serait resté comme dans une cuvette. J'entre, j'avance. Toujours pas d'eau. Je n'en pouvais plus. J'avais les articulations grippées. Finalement, quand je me crois assez avant, je lâche mon bonhomme. Va te promener. Le voilà qui s'envase. Plus moyen de le faire bouger. Je pousse. Et par bonheur, il arrive un coup de vent d'est. La Seine se soulève et je le sens, le Maccabée qui démarre. Tout doucement. Bon voyage. J'avale une potée d'eau et je remonte vite sur la berge. Quand je repassais le pont de Villeneuve, on voyait quelque chose de noir au milieu de la Seine. De loin, ça avait l'air d'un bachot. C'était mon Prussien qui descendait du côté d'Argenteuil, en suivant le fil de l'eau. Nouveau conte d'Alphonse Daudet, Les paysans à Paris. À Champrosay, ces gens-là étaient très heureux. J'avais leur basse-cour, juste sous mes fenêtres, et pendant 6 mois de l'année, leur existence se trouvait un peu mêlée à la mienne. Bien avant le jour, j'entendais l'homme entrer dans l'écurie, atteler sa charrette et partir pour Corbeil, où il allait vendre ses légumes. Puis la femme se levait, habillait les enfants, appelait les poules, traillait la vache et toute la matinée, c'était une dégringolade de gros et de petits sabots dans l'escalier de bois. L'après-midi, tout se taisait. Le père était au champ, les enfants à l'école, la mère occupée silencieusement dans la cour à étendre du linge ou à coudre devant sa porte en surveillant le tout petit. De temps en temps, quelqu'un passait dans le chemin et on causait en tirant l'aiguille. Une fois, c'était vers la fin du mois d'août. Toujours le mois d'août, j'entendis la femme qui disait à une voisine « Allons donc, les Prussiens, est-ce qu'ils sont en France seulement ?»« Ils sont à Châlons, mère Jean », lui criai-je par ma fenêtre. Cela la fit rire, beaucoup. Dans ce petit coin de Seine et Oise, les paysans ne croyaient pas à l'invasion. Tous les jours, cependant, on voyait passer des voitures chargées de bagages. Les maisons, les bourgeois se fermaient et dans ce beau mois où les journées sont si longues, les jardins achevaient de fleurir, déserts et mornes, derrière leurs grilles closes. Peu à peu, mes voisins commencèrent à s'alarmer. Chaque nouveau départ dans le pays les rendait tristes. Ils se sentaient abandonnés. Puis un matin, un roulement de tambour aux 4 coins du village. Ordre de la mairie. Il fallait aller à Paris vendre la vache, les fourrages, ne rien laisser pour les Prussiens. L'homme partit pour Paris et ce fut un triste voyage sur le pavé de la grande route. De lourdes voitures de déménagement se suivaient à la file,
pêle-mêle avec des troupeaux de porcs et de moutons qui s'effaraient entre les roues. Des bœufs entravés qui mugissaient sur des charrettes, sur le bord, au long des fossés. Des pauvres gens s'en allaient à pied derrière de petites voitures à bras, pleines de meubles de l'ancien temps. Des bergères fanées, des tables empires, des miroirs garnis de perses. Et l'on sentait quelle détresse avait dû entrer au logis pour remuer toutes ces poussières, déplacer toutes ces reliques et les traîner à tas pour les grands chemins. Aux portes de Paris, on s'étouffait. Il fallut attendre 2 heures. Pendant ce temps, le pauvre homme, pressé contre sa vache, regardait avec effarement les embrasures des canons, les fossés remplis d'eau, les fortifications qui montaient à vue d'œil et les longs peupliers d'Italie, abattus et flétris sur le bord de la route. Le soir, il s'en revint consterné et raconta à sa femme tout ce qu'il avait vu. La femme eut peur, voulut s'en aller dès le lendemain. Mais d'un lendemain à l'autre, le départ se trouvait toujours retardé. C'était une récolte à faire, une pièce de terre qu'on voulait encore labourer. Qui sait si on n'aurait pas le temps de rentrer le vin? Et puis, au fond du cœur, une vague espérance que peut-être les Prussiens ne passeraient pas par leur endroit. Une nuit, ils sont réveillés par une détonation formidable. Le pont de Corbeil venait de sauter. Dans le pays, des hommes allaient, frappant de porte en porte. Les hulans, sauvez-vous! Vite, vite, on s'est levé, on a attelé la charrette, habillé les enfants à moitié endormis, et l'on s'est sauvé par la traverse avec quelques voisins. Comme ils achevaient de monter la côte, le clocher a sonné 3 heures. Ils se sont retournés une dernière fois. L'abreuvoir, la place de l'église, leur chemin habituel, celui qui descend vers la Seine, celui qui file entre les vignes, tout leur semblait déjà étranger. Et dans le brouillard blanc du matin, le petit village abandonné serrait ses maisons l'une contre l'autre, comme frissonnant d'une attente terrible. Ils sont à Paris maintenant. 2 chambres, au 4e, dans une rue triste. L'homme, lui, n'est pas trop malheureux. On lui a trouvé de l'ouvrage, puis il est de la garde nationale. Il a le rempart, l'exercice, et s'étourdit le plus qu'il peut pour oublier son grenier vide et ses prés sans semences. La femme, plus sauvage, se désole, s'ennuie, ne sait que devenir. Elle a mis ses 2 aînés à l'école et dans l'externat sombre, sans jardin, les fillettes étouffent en se rappelant leur joli couvent de campagne, bourdonnant et gai comme une ruche et la demi-lieue à travers bois qu'il fallait faire tous les matins pour aller le chercher. La mère souffle de les voir tristes, mais c'est le petit surtout qui l'inquiète. Là-bas, il allait, venait, la suivant partout dans la cour, dans la maison, sautant la marche du seuil, autant de fois qu'elle-même, trempant ses petites mains rougies dans le baquet à lessive, s'asseyant près de la porte quand elle tricotait pour se reposer. Ici, 4 étages à monter, l'escalier noir où les pieds bronchent, les maigres feux dans les cheminées étroites, les fenêtres hautes, l'horizon de fumée grise et d'ardoises mouillées. Il y a bien une cour où il pourrait jouer, mais la concierge ne veut pas. Encore une invention de ville, ces concierges. Là-bas, au village, on est maître chez soi, et chacun a son petit coin qui se garde lui-même. Tout le jour, le logis reste ouvert, le soir, on pousse un gros loquet de bois, et la maison entière plonge sans peur dans cette mine noire de la campagne où l'on trouve de si bons sommes. De temps en temps, le chien aboie à la lune, mais personne ne se dérange. À Paris, dans les maisons pauvres, c'est la concierge qui est la vraie propriétaire. Le petit n'ose pas descendre seul, tant il a peur de cette méchante femme qui leur a fait vendre leurs chèvres sous prétexte qu'elle traînait des brins de paille et des épluchures entre les pavés de la cour. Pour distraire l'enfant qui s'ennuie, la pauvre mère ne sait plus qu'inventer. Sitôt le repas fini, elle le couvre comme s'ils allaient au champ. Et il le promène par la main dans les rues, le long des boulevards. Saisi, heurté, perdu, l'enfant regarde à peine autour de lui. Il n'y a que les chevaux qui l'intéressent. C'est la seule chose qu'il reconnaisse et qui le fasse rire. La mère non plus ne prend plaisir à rien.
Elle s'en va lentement, songeant à son bien, à sa maison. Et quand on les voit passer tous les deux, elle avec son air honnête, sa mise propre, ses cheveux lisses, le petit avec sa figure ronde et ses grosses galoches, on devine bien qu'ils sont dépaysés, en exil, et qu'ils regrettent de tout leur cœur l'air vif et la solitude des routes de village. Nouveau conte du lundi aux avant-postes. Les notes qu'on va lire ont été écrites au jour le jour, en courant les avant-postes. C'est une feuille de mon carnet que je détache pendant que le siège de Paris est encore chaud. Tout cela est haché, heurté, bâclé sur le genou, déchiqueté comme un éclat d'obus, mais je donne tel quel, sans rien changer, sans même me relire. J'aurais trop peur de vouloir inventer, faire intéressant et de gâter tout. Une plaine blanche de froid, sonore, âpre, crayeuse. Sur la boue gelée de la route, des bataillons de ligne défilent pêle-mêle avec l'artillerie. Défilé lent et triste. On va se battre. Les hommes trébuchants marchent la tête basse en grelottant, le fusil à la bricole. Les mains dans leur couverture, comme dans des manchons. De temps en temps, on crie « Halte !» Les chevaux s'effarent, hennissent. Les caissons tressautent. Les artilleurs se hissent sur leurs selles et regardent anxieux par-delà le grand mur, blanc du Bourget. « Est-ce qu'on les voit ?» demandent les soldats en battant la semelle. Puis, en avant, le flot humain, un moment refoulé, s'écoule toujours lentement, toujours silencieux. À l'horizon, sur l'avancée du fort d'Aubervilliers, dans le ciel froid, qu'illumine un soleil levant d'argent mat, le gouverneur et son état-major, petit groupe fin, se détachant comme sur une nacre japonaise. Plus près de moi, un grand vol de corneilles noires, posé au bord du chemin. Ce sont des chers frères ambulanciers. Debout, les mains croisées sous leur cape, ils regardent défiler toute cette chair à canon, d'un air humble, dévoué et triste. Même journée. Village désert, abandonné, maison ouverte, toit crevé, fenêtres sans auvent qui vous regardent comme des yeux morts. Par moments, dans une de ces ruines où tout sonne, on entend quelque chose qui remue. Un bruit de pas, une porte qui grince. Et quand vous avez passé, un lignard vient sur le seuil, l'œil cave, méfiant. Maraudeur qui fait des fouilles ou déserteur qui cherche à se terrer. Vers midi, entrée dans une de ces maisons de paysans, elle était vide et nue, comme raclée avec les ongles. La pièce du bas, grande cuisine sans porte ni fenêtre, ouvrait sur une basse-cour, au fond de la cour, une haie vive et derrière, la campagne à perte de vue. Il y avait dans un coin un petit escalier de pierre en colimaçon. Je me suis assise sur une marche et je suis restée là bien longtemps. C'était si bon ce soleil et ce grand calme de tout. 2 ou 3 grosses mouches de l'été d'avant, ranimées par la lumière, bourdonnaient au plafond contre les solives. Devant la cheminée où se voyaient des traces de feu, une pierre rouge de sang gelé, ce siège ensanglanté au coin de ses cendres, encore chaudes, racontait une veillée lugubre. Et c'est ainsi que se termine ce conte aux avant-postes de Alphonse Daudet, ce célèbre auteur du 19e siècle que vous connaissez, j'en suis sûre, pour Lettres de Montmoulin, Tartarin de Tarascon ou encore Le Petit Chose. C'est une autre lectrice qui terminera les contes du lundi et puis vous verrez au fur et à mesure du récit, eh bien, l'humour prendra la place par rapport aux descriptions des guerres de 1870. Mais en tout cas, moi j'ai été ravie de vous faire découvrir ou redécouvrir ces textes courts, intense, fort sur notre histoire de France à tous. Merci de nous avoir suivis, merci d'avoir été en ma compagnie. Je salue également l'équipe technique de Voyage au bout de la nuit. Je vous souhaite une très belle journée sur notre chaîne et à très vite pour une nouvelle lecture ensemble. À bientôt.